L'échiquier international, bienvenue à tous. Des bombes continuent à pleuvoir de rue sur Gaza. Plus de 40 jours de chaos, de hurlements. Le deuil prend ses quartiers dans ce territoire densément peuplé. Tout manque, même les places pour ensevelir les défunts, des corps exposés à l'extérieur des hôpitaux comme ceux d'El Shifa. Vous l'aurez compris, zone sinistre. On se demande quand tout cela va prendre fin, pas demain en tout cas, rien ne le présage. Ce qui inquiète, et on en parle le moins, est que la tension s'est invitée en Cisjordanie, pourtant territoire administré en principe par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Répandre à la terreur partout où il y a l'ombre d'un Palestinien, tel semble être le credo des officiels sionistes. Hier soir, un drone a par exemple frappé le bureau du Fatah à Naplouse. Pourtant, le Fatah, selon les propos du camp d'en face, serait l'ennemi du Hamas. Le narratif officiel sioniste prendrait-il de l'eau de toutes parts, fait isoler, loin de là, des bombes à gaz ont également été larguées par les forces sionistes à l'intérieur de l'hôpital Thabet Thabet à Tulkarim en Cisjordanie, sans parler de la prise à partie par certains colons zélés contre les Palestiniens, un ensemble de la violence gratuite, ou plutôt un plan destiné à faire partir l'ensemble des Palestiniens. En langage du droit international, on nomme ça une épuration ethnique. On l'évoque depuis le 7 octobre. La situation en Gaza est pour l'instant dramatique. Aujourd'hui, on a voulu justement mettre notre focale sur la partie de la Cisjordanie où la tension ne cesse de monter, la Cisjordanie où le transfert des hostilités, thème du jour, et c'est tout de suite. On le disait au début, la tension gagne la Cisjordanie, une tension qui pourrait prendre en intensité les prochains jours. Et ce soir, on a voulu parler de ce terrain et de cette partie de la Palestine occupée avec un reporter de guerre et photographe qui était il y a quelques jours au sein de ces territoires occupés, ainsi que les territoires sionistes. Jonathan Alperi, soyez le bienvenu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Jonathan Alperi, vous avez couvert des conflits armés en Irak, en Afghanistan, en Syrie, Ukraine, le tout pour des grands médias américains et autres. Première question que je pose directement, quelle est la première chose qui frappe quand on débarque en Cisjordanie et en territoire sioniste? Vous avez passé, je rappelle, 15 jours, je crois. Exactement. En effet, ce qui marque, c'est par rapport au peu d'années qui s'est passé, donc à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui, on voit à quel point les autorités israéliennes ont encerclé un certain nombre d'endroits en Cisjordanie, je pense tout particulièrement autour de Ramallah, où on a passé pas mal de temps. Beaucoup de murs ont été construits, des miradors, des installations militaires, policières, tout ça. Donc moi j'étais avec des journalistes qui n'étaient pas retournés depuis 2007-2008 et qui ont été assez impressionnés par en effet cette division maintenant entièrement physique qui sépare les Palestiniens et des Israéliens. Et c'est là où on voit on a du mal à imaginer un retour en arrière où on pourrait avoir une solution sur 2 États, par exemple. Et là, on le voit tout particulièrement avec ce qui est en train de se passer à Gaza. Vous avez également passé quelque temps avec les unités sionistes. Est-ce que vous avez pu travailler librement? Est-ce que la sécurité sioniste vous a laissé, par exemple, photographier les endroits comme le kibbutz de Be'eri? Oui, c'était possible, mais évidemment, et c'est intéressant de parler de ça, en effet, c'est qu'il est très difficile en tant que journaliste dans la grande presse internationale de travailler avec l'armée israélienne pour plein de raisons, bien entendu. Mais l'idée de pouvoir, par exemple, aller sur les lignes de front à Gaza en ce moment et participer au combat, ça c'est impossible. Mais même quand j'y étais, c'était très difficile d'avoir accès à plein de choses et tout est très organisé. L'État israélien ne fait pas du tout confiance aux médias pour un certain nombre de raisons et donc contrôle ça absolument parfaitement. Tout ça est très orchestré et je dois dire que d'un point de vue photographique, c'est pas toujours très intéressant.
Alors, on dit que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on dit que la première victime durant la guerre, c'est la vérité. On a dit beaucoup de choses autour de l'assaut de cette fameuse journée du 7 octobre. Le journal Haaretz, par exemple, commence à faire sortir ou ressortir un récit qui n'avait rien à voir avec la version officielle des militaires sionistes au départ, comme ces fameux bébés tués. Selon Haaretz, il y aurait un seul bébé tué, et encore, les conditions qui entouraient la mort de ce bébé ne sont pas encore éclaircies. Est-ce que, selon vous, sur le terrain, est-ce que vous avez vu, par exemple, des choses qui vous ont paru un peu bizarres dans le narratif des officiels sionistes? Écoutez, c'est difficile à dire parce que moi, quand j'ai eu accès à ces zones-là, donc très rapidement, quelques jours après le 7 octobre, on n'a pas trop vu de corps, donc c'est vrai que ça sentait le cadavre partout, ça c'est vrai, il y a du sang, mais il y a aussi il y a eu des combats très violents entre différentes unités de l'armée israélienne et ses commandos et des unités du Hamas. Donc ils se sont accrochés assez durement pendant quelques jours autour de Be'eri, par exemple, et d'autres kibbutz qui sont vers Tserot, par là, vers le nord-est de Gaza. Et donc, évidemment, il y a énormément de choses qui ont été dites des deux côtés. À mon avis, il faudra beaucoup de temps pour élucider la vérité d'une part et d'autre. Mais comme vous l'avez dit très justement, le mensonge ou la manipulation, quand il s'agit de la guerre, est quelque chose d'aussi vieux que la guerre, probablement, et que la réalité est évidemment très compliquée et qu'il n'y aura évidemment très peu de solutions qui seront engendrées pour essayer de sortir de ce bourbier, si je peux me permettre de dire. Alors, on reste au sein de ce kibbutz de Be'eri qui a concentré une tension particulière en ces journées de début octobre. On a trouvé également des traces de mortiers sur les murs de certaines maisons. Et on sait que le Hamas n'est pas muni d'armes lourdes. Donc, je vous pose la question plus largement. Vous qui avez couvert de nombreux conflits, comment on arrive dans ce genre de situation, vous, le photographe, à faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie? Alors oui, en effet, la question est très bonne. Quand on était, bon, je suis allé plusieurs fois à Be'eri avec un groupe de journalistes. J'étais pas tout seul, bien entendu. Nous étions accompagnés par l'armée israélienne. Les dommages, par exemple, des immeubles ou des voitures, on sent qu'il y a vraiment eu de l'artillerie qui a été utilisée, voire des hélicoptères et de l'aviation. Et je pense ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment que mon opinion, c'est quand les troupes du Hamas se sont accrochées sur certaines zones en dehors de Gaza, il y a eu des accrochages violents et l'armée israélienne a dû utiliser des armes lourdes. Et c'est là où on voit beaucoup des destructions. C'est vrai que la plupart des troupes du Hamas qui ont investi ces endroits-là pour des raisons tactiques, n'avaient pas d'armes lourdes avec eux. Ils se battaient à la mitraillette, il y avait du RPG probablement quand même, mais c'est vrai qu'un certain nombre de destructions que j'ai vues, c'était du matériel beaucoup plus lourd. Donc quand il y a eu l'accrochage, les Israéliens, bien entendu, ont utilisé des armes lourdes pour dégager l'endroit de troupes du Hamas. Vous avez très tôt été dans ces territoires, dès après le 7 octobre, pardon, par exemple, on sait qu'à Sderot, il y a eu des combats entre la résistance palestinienne et les unités sionistes. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces combats? Alors moi, j'ai pas vécu ces combats-là. Moi, quand j'étais à Sderot, quelques jours après le 7, disons que les seules choses qui se passaient vraiment, à part l'évacuation de civils qui restaient encore sur place, c'était en effet des missiles qui tombaient, qui étaient stoppés par le dôme de fer. Donc ça c'est vrai, on y était, moi je l'ai vécu, tous les missiles qui tombent un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, quand l'aviation israélienne a commencé à pilonner très sévèrement le Gaza, surtout le nord, ces attaques aux missiles ont énormément diminué, pour des raisons tactiques. Probablement, le Hamas avait autre chose à faire qu'envoyer des missiles un peu partout en Israël. Mais de manière générale, les combats à Tserot, il y en a eu, il y a quelques destructions, des choses comme ça. Mais c'est surtout dans les kibbutz où les combats ont été particulièrement violents. À Tserot, je ne sais pas si le Hamas avait les troupes nécessaires pour tenir le terrain. Je ne pense pas que c'était leur objectif non plus, d'ailleurs. On a du mal à obtenir le nombre de soldats sionistes tués. On parle de plusieurs dizaines de morts, peut-être 40, 50, ce n'est pas clair. Qu'avez-vous à nous dire sur les pertes de la soldatesque sioniste? Qu'est-ce qui s'est dit? Je sais que comme vous venez de le dire, vous n'avez pas assisté au combat directement, mais qu'est-ce qui s'était dit sur le terrain lorsque vous étiez?
Alors, la plupart des morts de l'armée israélienne les soldats, beaucoup sont morts au début, hein, le 7. Après, il y a eu encore un certain nombre de soldats qui ont été tués pendant les contre-attaques de l'armée israélienne. Et là, en effet, officiellement, c'est à peu près une cinquantaine de soldats israéliens qui sont morts depuis l'invasion terrestre de Gaza. Certains, j'ai entendu dire ça, j'en sais rien, mais on doit dire les choses ouvertement. Donc après, la vérité, avec un peu de chance, sortira plus tard. Il y a des personnes assez sérieuses aux États-Unis, notamment, qui ont dit que la vérité était beaucoup plus haute que ça et que l'armée israélienne aurait perdu à peu près entre 400 tués après l'invasion terrestre de Gaza. Donc beaucoup plus. Beaucoup plus. On l'a dit, vous avez couvert plusieurs conflits durant 2 décennies, Jonathan Alperi, mais cette zone particulière ne ressemble à aucune autre, sans doute. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, en effet. Donc la complexité est absolument extraordinaire, et ça depuis 1948. Donc même bien avant, le Levant a toujours été une zone à conflit, une zone très complexe. Je rajouterais aussi que depuis quelques années, les grandes plaques tectoniques géopolitiques changent au Moyen-Orient. Et moi, je pense qu'une des choses principales pourquoi le Hamas a décidé de faire ce qu'il a fait, c'était pas vraiment pour faire un effet militaire, c'était vraiment pour peut-être espérer que certaines choses reviennent en arrière. Je pense notamment les grandes négociations et discussions qui ont été engendrées par la Chine entre l'Arabie Saoudite et Israël. Donc ce rapprochement qui est en partie acté mais qui n'est pas total est maintenant stoppé parce qu'il y a eu cette invasion de Gaza, donc c'était évident que ça allait se passer comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, et je pense aussi à titre personnel que la rue arabe au Moyen-Orient en a ras-le-bol de toutes ces guerres, de tout ça, et a envie de vivre normalement et de passer à autre chose. Et je pense que le Hamas se sent un peu oublié par rapport à ça. On le dit, je crois que c'est clair, sans être un spécialiste, que l'armée d'occupation sioniste a reçu un camouflet comme rarement durant son histoire. Vous avez effectué des reportages au sein de ces mêmes unités sionistes. On parle de réservistes qui ont été appelés, mais des réservistes qui seraient moins aguerris au combat. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez accompagné ces hommes dans ces zones de conflit ? Alors c'est vrai qu'il y a une différence fondamentale psychologique entre les soldats de l'armée israélienne et les troupes du Hamas. Je pense particulièrement au fait que le soldat israélien est moins prêt à mourir pour son pays que le Hamas, où les Palestiniens sont pour Gaza, la Cisjordanie et potentiellement pour leur État. Et donc je pense que ça c'est une différence fondamentale. Et c'est vrai que l'armée israélienne, et à mon avis, une de ses grandes faiblesses, et le Hamas a joué là-dessus, c'est le fait de ne pas vouloir avoir de pertes au niveau d'infanterie, en tout cas pas assez. Le problème, c'est quand on a affaire à des combats urbains ou à des guérillas comme ça, absolument aguerris et prêts à mourir pour le terrain, c'est sûr qu'il faut accepter d'avoir des pertes. Donc à partir de là, beaucoup de réservistes, c'est normal d'une certaine manière, c'est des gens qui ont des vies civiles, beaucoup ont des familles, des enfants, et pas envie forcément de mourir pour une cause quelle qu'elle soit. Donc je pense que ça c'est une grande différence, mais il y a beaucoup d'unités de commando, il y a des bataillons d'élite, tout ça qui sont dans l'affaire. Donc il y a toujours des différences, mais de manière générale, je pense que la différence elle est là essentiellement. Jonathan Alperi, vous avez, une fois sur place, également sans doute posé la question. Je veux parler bien sûr de ce fameux cordon sécuritaire très sophistiqué entre les zones sionistes et Gaza. Comment, selon vous, ce mur sécuritaire et ce ciel surveillé par des drones, ainsi qu'un service de sécurité, le Haman, qui est le service de sécurité militaire, a-t-il pu être surpris, selon vous, par l'assaut du Hamas ? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur place ? Moi, je pense qu'une des grandes raisons, il y en a d'autres, c'est je pense qu'il y avait une certaine prétention de la part des autorités israéliennes, qu'elles soient militaires ou des services secrets, de sous-estimer leur adversaire. Et sous-estimer un adversaire est toujours une très grande erreur. Et là, je pense que le Hamas de 2007 à 2010 n'est pas le Hamas d'aujourd'hui, qui est à mon avis beaucoup mieux organisé, beaucoup plus militaire, beaucoup plus structuré, donc un adversaire plus redoutable. Et je pense que les Israéliens ont sous-estimé leur adversaire et ont regardé à côté. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils ont eu un tel, comme vous dites, un tel camouflet, une humiliation presque, qu'elle soit militaire ou politique.
ou en fait les deux. Et je pense que là-dessus, le Hamas a, d'un point de vue purement militaire, je ne parle pas pour des raisons politiques dans ce cas-là, a très bien joué et a bien monté son coup. Et ça, c'est une sacrée raclée pour les Israéliens qui vont devoir repenser un certain nombre de choses par rapport à ça. Je sais que vous connaissez également certains membres des unités de l'armée d'occupation sioniste. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Y a-t-il un désarroi, je ne sais pas, une sorte de mythe d'une armée invincible ou du mythe sioniste inébranlable qui est tombé? Oui, je pense que ça, c'est inévitable. Après, l'opinion publique le ressent, le pense, une partie des Israéliens le pense aussi. D'ailleurs, ce sera après, quand la cendre retombera au sol, que tout ça sera calmé, que les comptes seront donnés, qu'à mon avis, Netanyahou finira par sauter. Je pense que ça va lui être imputé entièrement. Et les Israéliens vont devoir repenser un certain nombre de choses. Vous savez, historiquement, aucune armée est invincible, on peut le penser, mais ce n'est pas réaliste de penser ça, parce qu'on finit toujours par perdre une guerre ou une bataille. Et là, pour l'instant, d'un point de vue purement stratégique, les Iraniens, par exemple, ou le Hezbollah au Liban, pour l'instant, on se tient assez à l'écart de tout ça pour voir un peu ce qui va se passer. Jonathan Alperi, j'aimerais vous entendre également sur un certain aspect. Les porte-paroles de l'armée sioniste et les officiels l'ont évoqué pendant des semaines quand on les accusait de viser des hôpitaux et des infrastructures publiques, que ceux-ci abritaient dans leur sous-sol des QG ou des centres de commandement du Hamas. Il y a eu un autre camouflet puisqu'on a du mal à le prouver, alors que l'armée sioniste a par exemple investi les lieux et fouillé par exemple les sous-sols de l'hôpital El Shifa pendant des heures. Résultat des recherches, aucune trace des membres du Hamas. C'est vrai que pour l'instant, les Israéliens n'ont pas été capables de montrer. Parce que si ça avait. Bon, peut-être que ça l'est ou l'est pas. Là-dessus, je n'ai pas de conclusion à donner, que je n'ai pas les preuves. Donc là-dessus, je reste un peu à distance. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont montré sur le terrain, on n'a pas vu grand-chose. Et si c'était une des grandes bases, à ce moment-là, on aurait dû voir beaucoup plus de matériel, de choses comme ça. Donc ça, on verra. Évidemment, comme tout le monde le sait, quand on mène une guerre dans une zone aussi urbaine que ça, le drame est immédiat. Le nombre de pertes civiles est absolument énorme et faramineux. Et ça, évidemment, ça va coûter énormément à Israël, qui, à mon avis, avait une petite fenêtre d'opportunité au début pour faire ses opérations, qui a décidé d'attendre pour un certain nombre de raisons, et que maintenant, une grande partie de l'opinion internationale est contre Israël en ce qui concerne l'hôpital ou même toute l'opération terrestre au nord de Gaza. Jonathan Alperi, vous étiez également, durant vos 2 semaines en Cisjordanie, dès les premiers jours d'octobre, la situation a été plutôt calme. Puis tout de suite, la tension est montée. 1 millier de Palestiniens arrêtés, 50 morts. La Cisjordanie est aussi de plus en plus impliquée, alors qu'au début, les bombardements sionistes s'expliquaient par la neutralisation du Hamas, alors que la Cisjordanie est administrée par le Fatah. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le narratif sioniste ? Alors, je pense, à titre personnel, à nouveau, en ayant passé du temps sur place en Cisjordanie, surtout Ramallah ou l'est de Jérusalem et autour de Ramallah et un peu vers l'est, par exemple au camp de réfugiés de Choufat, par exemple, les choses étaient assez calmes encore. Il y avait énormément de tensions, les soldats israéliens étaient assez nerveux de ça, bon ça c'est un peu normal, mais je pense que les opérations israéliennes en Cisjordanie là depuis quelque temps, c'est plus de la prévention qu'autre chose. Je pense que de leur point de vue, c'est plutôt prévenir que guérir. Donc, je pense que c'est plus par rapport à ça. Il y a eu des manifestations, tout ça, il y a eu des morts, ça, mais ça n'a pas été quelque chose de général. Il n'y a pas eu un envoûtement général en Cisjordanie pour que toute la zone s'embrase. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Israéliens, comme je disais, ont anticipé les choses. Peut-être à mal, on verra. Alors que la bande de Gaza subit toujours d'intenses bombardements, l'armée sioniste a procédé à une sorte de, je ne sais pas, c'est le droit international qui le dit, un nettoyage ethnique dans la population en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'on a incité les populations à quitter leur maison, comme dans la région d'Oum el-Hamad, à Yatta, où les Palestiniens sont chassés de leurs terres. L'armée de l'air a également, toujours en Cisjordanie, attaqué le camp de réfugiés de
Balata. On peut noter aussi des affrontements très, très intenses entre l'armée d'occupation et des Palestiniens à Jenin. L'hostilité, je l'ai dit, semble prendre les zones peuplées de Cisjordanie. Quelle est selon vous, vous qui avez observé plusieurs stratégies militaires de par le monde, quelle est selon vous la stratégie sioniste ? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Alors, il y a évidemment des rumeurs en ce moment, depuis quelque temps, qu'il est probable, ou possible, en tout cas on le verra, que les autorités israéliennes occupent le terrain de manière permanente. Donc, remettre des colons israéliens au nord de Gaza, réparer tout l'endroit et tout ça. Est-ce qu'ils le feront? On verra. Évidemment, ça me paraît très compliqué car l'Égypte ne veut garde Rafah fermé, les autres pays arabes avoisinants ne veulent pas que les Palestiniens quittent cette zone-là. Donc, que vont faire les Israéliens? Alors évidemment, bouger 2 millions de personnes dans une autre zone, ça me paraît en effet très compliqué. Et pour les mettre où? Donc la question est là. Donc après, on va voir. C'est vrai qu'une bonne partie du Nord a été vidée de sa population civile et que la plupart des Palestiniens qui restent sont des combattants. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera après quand la bataille sera finie? Est-ce que les Israéliens vont garder la zone? C'est probable. Jonathan Alperi, vous êtes citoyen américain. Tout à l'heure, vous avez fait remarquer qu'il y avait peut-être une différence entre les opinions arabes et les régimes. Les régimes seraient, certains régimes arabes en tout cas, seraient pro-sionistes. La rue populaire arabe est meurtrie par ce qui se passe à Gaza. Mais peut-être c'est également le cas aux États-Unis, puisque cette fois-ci, aux États-Unis, il y a eu 400 manifestations pro-palestinienne, c'est du jamais vu, alors que de son côté, l'administration Biden, au bout de 48 heures, c'est-à-dire le 9 octobre, a vite fait de dépêcher un navire de porte-avions pour soutenir Benjamin Netanyahou. Alors peut-être qu'il y aurait une différence, un hiatus entre la rue américaine, si je puis dire, et le bureau ovale de Joe Biden. Alors, en ce qui concerne les autorités américaines, donc l'administration de Joe Biden, envoyait 2 porte-avions et je crois qu'il y avait 160 avions de chasse, quelque chose comme ça à peu près. Oui, c'est pour aider leurs alliés, ça c'est sûr. Mais c'est aussi pour éviter un embrasement. Je pense que d'un point de vue purement stratégique, de montrer une force telle à l'Iran a été l'idée, et encore idée aujourd'hui. Et c'est probable, on ne saura jamais parce que les choses se sont passées de telle manière, que le Hezbollah aurait peut-être pas bougé en sachant qu'ils auraient affaire à l'aviation et aux troupes israéliennes et à l'aviation américaine, ça fait beaucoup quand même, et ils n'ont pas grand-chose pour se battre contre. Donc je pense qu'il y a une hésitation là-dessus, en tout cas en étant patient, voir ce qui allait se passer, parce que les Américains ne vont pas continuellement avoir leur porte-avions sur place, ils vont finir par les redéplacer autre part. Donc il y a ça. Après, on va voir ce qui va se passer, mais beaucoup de gens qui manifestent, donc c'est leur droit, très bien, je ne juge pas par rapport à ça, mais je veux juste dire à titre personnel que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence à Londres, pas trop à Paris, mais pas mal à Washington, pas mal à New York, dans les zones comme ça, et on remarque que beaucoup de ces citoyens américains n'ont pas vraiment de rapport, ne sont pas connectés, c'est pas une guerre qui leur appartient. Donc il y a des juifs, il y a beaucoup de juifs, beaucoup d'associations juives aussi. Il y a eu ça, et puis il y a les non-sionistes juifs orthodoxes qui étaient dans la manifestation avec eux, et c'est vrai, il y a tout ça. Mais je dis ça uniquement pour dire à vos spectateurs tout ça que il serait bon ton de faire baisser la tension pour tout le monde, parce que là elle est très haute, et si les choses partent et ça va très mal, on peut avoir une guerre régionale, et je pense que là tout le monde perdra. C'est vraiment parce qu'il... Et c'est ma dernière question, rapidement. Est-ce que selon vous, vous qui avez été dans les 2 parties de la région, est-ce que selon vous les Israéliens ou les sionistes et les Palestiniens peuvent faire la paix, rapidement? En tout cas, c'est très mal engagé. On voit, par exemple, moi je l'ai vu et beaucoup d'autres journalistes avant moi, donc c'est pas très très original. Mais la manière dont les colons se comportent en Cisjordanie est assez exécrable. Ça, là-dessus, qu'on peut être pro-sioniste ou pas, on peut pas désavouer ça. On voit, ils chassent, c'est des fermiers. Enfin bon,
On connaît la situation et là-dessus c'est inacceptable. Donc je pense que est-ce qu'on est au point du non-retour? On peut jamais dire jamais, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très mal engagé. Et puis la Cisjordanie a été en grande partie grignotée par les Israéliens. Est-ce qu'ils vont redonner ces terres et ces constructions aux Palestiniens? La réponse est non. Merci Jonathan Alperi, heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et d'avoir aussi écouté vos éclaircissements et vos explications. Et à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News et vous dit à demain.